Alors, normalement, on va accueillir encore quelques personnes, donc on va attendre 1 ou 2 minutes. Cette session est enregistrée pour vous permettre, nous permettre de vous transmettre le replay après cette session de People for Impact Days. Je vais encore attendre quelques minutes avant de commencer pour accueillir encore quelques personnes. Je pense qu'on va commencer. Donc, bienvenue à tous. Héloïse de People for Impact en charge de la communication. Donc, People for Impact, c'est aujourd'hui une communauté d'experts freelance indépendants depuis 2300 experts. On est ravis d'accueillir AC Mentoring, qui est notre partenaire depuis quelques années maintenant sur ce sujet qui est la prise de parole en public. Et aujourd'hui, avec nous, Jean-Pascal et Victoria, qui vont vous se présenter, puis animer cette session d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse la main, Victoria et Jean-Pascal. Victoria, la galanterie m'oblige à te faire commencer. Merci Jean-Pascal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui pour cette heure d'échange. Moi, je m'appelle Victoria Germain. Je crois que tu as laissé Mario de Lagache sous ma photo. Je m'en rends compte à l'instant. Je suis freelance depuis 2018 maintenant en tant que rédactrice web et community manager, et j'accompagne AC Mentoring sur sa stratégie de communication et de contenu depuis presque 3 ans et demi maintenant. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler avec vous de cette thématique du comment faire passer un message impactant aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et Jean-Pascal, je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, ravi d'être avec vous. C'est toujours des séminaires qui sont très chouettes quand c'est organisé par Burdeo et People for Impact. Donc, ceci dit, pour ma part, moi, je travaille avec AC Mentoring depuis presque 4 ans. Et avant, j'ai été pendant plus de 25 ans dans l'industrie pharma. Et mon cursus a été dans la finance, dans la logistique, dans la relation client, et souvent dans tout ça à la fois. Et j'ai décidé il y a quelques années, c'est pour ça que j'ai eu la chance et le bonheur de rejoindre AC Mentoring, de plutôt faire profiter de mon expérience les autres, parce que les autres m'ont beaucoup donné pendant cette carrière, et voilà, c'était un juste retour des choses, si vous voulez, pour une seconde partie de carrière. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose qu'on lance la session d'aujourd'hui. Alors, vous voyez que ça va être peut-être un rien dense, comme me disait il y a quelques instants Héloïse. Enfin bon, toujours est-il qu'on va passer quand même ce moment ensemble en interpellant quelques concepts. D'abord, on va faire un petit rappel. Alors, ça ne va pas être très transcendant, mais c'est juste pour avoir bien ça à l'esprit. Le rappel sur le processus de communication, les différentes formes de communication. Puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi l'argumentation ? On va regarder une modélisation. Alors, c'est toujours une modélisation. Des fois, on peut se dire « Ah, mais est-ce que la réalité, c'est vraiment ça ?» Non, mais en fait, on essaye de l'approcher. Alors, un modèle qui s'appelle le triangle argumentatif. Rassurez-vous, il y aura des exemples. Et puis ensuite, une fois qu'on aura un peu posé le décor, on va regarder quelles sont les grandes familles d'arguments avec lesquels d'ailleurs on se familiarise toute la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir les utiliser et de pouvoir les repérer à bon escient. Ensuite, une fois qu'on aura posé le décor, qu'on aura vu ce que c'est que des arguments, on passera justement à la construction du message, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Alors, voilà le programme des réjouissances, chers amis. Une petite précision, je vais m'occuper de la première partie, donc l'argumentation, les exemples, et Victoria, qui est notre experte sur le sujet,
vous parlera de la construction du message efficace. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces arguments? Comment on les met en forme? Comment on les présente? Voilà. Donc, Héloïse, si tu veux bien envoyer la slide suivante. Merci beaucoup. Alors, là, c'est histoire de se faire peur. Hein, soyons clairs, on va commencer comme ça. C'est quoi un processus de communication? Comme vous le voyez, c'est essayer de faire passer un message de vous à moi et inversement. Et il y a quand même malheureusement, ou heureusement, quelques filtres entre la tentative de faire passer le message et la bonne réception par l'interlocuteur. Alors, vous voyez, bon, alors, c'est juste une illustration. Alors, certains théoriciens en trouvent 5, en trouvent 10. Bon, voilà. Là, on a mis la totale. Il y en a 10. Ce n'est pas la peine d'aller en détail sur chacun, mais vous imaginez bien qu'entre mon idée et la façon dont vous allez vous la réceptionner ou la comprendre, il peut se passer tout ça. Alors, pas forcément tout le temps, pas forcément en même temps, mais ça veut quand même dire que ça reste un processus extrêmement aléatoire, extrêmement humain donc, et que notre idée là pendant ce séminaire, c'est de faire en sorte que certains de ces filtres soient le plus réduits possible, qu'on enlève en fait, de par l'argumentation et par la clarté du message, le bruit qui peut se produire entre ma tentative de vous dire quelque chose et la réception que vous en aurez. Héloïse? Alors, petit rappel très rapide sur les avantages de la communication orale et de la communication écrite. Vous voyez, la communication orale, ça donne l'occasion, évidemment, d'interagir. Ça permet aux personnes qui communiquent entre elles de prendre en compte, en fait, tout ce qu'on appelle le non-verbal. Hein. L'expression, le ton de la voix, les gestes. D'ailleurs, je m'aperçois que je parle beaucoup avec les mains. Bon, voilà. Vous voyez, toutes ces choses-là qui font que le message est émis et souvent reçu avec la probabilité d'une intégrité et d'une intégralité un peu plus importante que par rapport, effectivement, à la communication écrite qui fait appel à d'autres choses. Et puis, dernière chose, c'est efficace, effectivement, quand on veut avoir une discussion à plusieurs. Mais bon, ça, ce sont des évidences, mais ça fait du bien de les rappeler parce qu'il faut quand même encore les avoir en tête. L'écrit, c'est complètement différent. L'écrit, c'est tracé, c'est normalement, généralement, des fois, il y a des exceptions, hein, on est d'accord, mais enfin, c'est élaboré avant d'être produit. Et puis, ça peut être lu, traité à partir de l'emploi du temps des gens, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à la conversation qu'on a en ce moment, quand vous aurez un compte-rendu, vous le traiterez, vous le lirez quand vous voudrez. Et ça peut être revu et peut-être par la suite rediscuté ou réécrit. Donc, on est sur deux types de communication complètement différentes. Ça ne veut pas dire que ce que je vais vous dire après sur l'argumentation va foncièrement être différent, ça va être surtout dans l'expression et la présentation. Héloïse? Voilà, alors commençons par déjà quelques définitions. Qu'est-ce que c'est qu'argumenter? Alors, argumenter, ça veut dire qu'en fait, on a, dans le processus de communication, on a des partenaires et on a un message à faire passer. Alors, argumenter, on se dit souvent, c'est discuter, c'est proposer des choses. Oui, c'est sûr, mais c'est pas non plus vouloir convaincre à tout prix. C'est pas vouloir aller jusque dans la manipulation. Tout du moins, nous ne le concevons pas comme ça. C'est pas coercitif. Je vais pas vous asséner des choses qui vont vous choquer ou quoi que ce soit. Non. L'argumentation, c'est d'abord un raisonnement. Un raisonnement on va mettre au service d'une opinion qu'on veut faire passer et qui, on l'espère, en fonction de ces arguments, sera partagé. Ça n'arrive pas tout le temps. On est toujours dans le domaine des probabilités. Mais bon, qui a de bonnes chances d'être partagé par l'auditoire. Donc, il faut bien se souvenir qu'en fait, l'argument, c'est quand même quelque chose qui se prépare, qui étaye ce qu'on a à transmettre et dont le but, c'est de faire partager une opinion, de faire adopter une opinion ou une idée. Alors, vas-y Héloïse. Pour ce faire, voilà le modèle que je vous propose, et qui est un modèle simple utilisé par quelques chercheurs. On se dit, finalement, l'argumentation, ça se passe dans quel cadre? Déjà, il y a une opinion.
imaginons que je vais vous faire passer, on va prendre des exemples après, je vais vous faire passer une idée, bah oui, j'ai mon opinion dessus, très bien, elle existe en tant que telle. Bon, ensuite, moi, je suis l'orateur, donc c'est moi qui vais essayer, en fait, avec les outils que j'ai à ma disposition, de transporter cette opinion, cette idée jusqu'à vous. L'argument lui-même, c'est quoi? En fait, c'est la mise en forme de cette opinion de façon à ce que je puisse justement vous la transmettre. Hein, il est fait pour tenter de vous convaincre. L'auditoire, l'auditoire, c'est vous tous. Là, il n'y a pas de définition particulière, ça se comprend de soi-même. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est en dessous, c'est le contexte de réception. L'auditoire, il est composé de plusieurs personnes qui vont avoir elles-mêmes des opinions, des idées, des croyances, des connaissances. Et bon, alors ça, on ne le maîtrise pas en tant qu'orateur, on ne le maîtrise pas complètement. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Pourquoi? Parce que simplement, tout cet ensemble de choses disparates, avec des personnes qui sont elles-mêmes différentes, vont conditionner la bonne réception de tel ou tel argument, tel que l'orateur, moi-même, ou vous, quand vous serez en situation, allez présenter les choses. Alors, je vais vous donner deux exemples, en fait, qui montrent que une même opinion peut utiliser des arguments qui sont différents. Encore une fois, il ne s'agit pas de manipuler, c'est-à-dire que moi j'ai une opinion, mais je vous dis autre chose de façon à vous obscurcir l'entendement ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas l'idée. C'est simplement que, en fonction du contexte de réception, je peux faire appel sur exactement la même opinion à différents types d'arguments et donc je vais les moduler de façon à faire en sorte que vous ne soyez pas complètement dépaysé et que mon message passe. Donc, j'ai pris un exemple dans la logistique. C'est retour à mes premières amours, hein, donc j'ai pris des exemples que je connaissais. Voilà, moi j'ai envie de vous convaincre. Imaginez, vous travaillez dans un hôpital. Moi, j'ai fait mon boulot de logisticien dans les industries de la santé et j'estime, ça c'est mon opinion, que le dépôt-vente est la solution logistique adéquate pour que vous puissiez fonctionner. Le dépôt-vente, c'est simple. J'ai un stock à moi chez vous et vous ne payez que quand vous utilisez. Bon. Il y a des tas d'autres méthodes, mais moi, j'aimerais bien vous convaincre que celle-ci, c'est la bonne dans votre cas. Donc, je vais prendre un argument qui est le matériel nécessaire à l'acte médical est immédiatement disponible. Vous allez dans la salle où c'est entreposé, vous prenez, vous faites l'acte. Bon, je vais dire ça, ce qui est tout à fait vrai, pour étayer cette opinion, mais comme mon panel ou mon auditoire va être composé de médecins et de chirurgiens, je sais qu'ils vont être sensibles à ça, parce que eux, ce qu'ils veulent, quand le patient est sur la table d'opération, c'est avoir leur matériel. Donc, ma solution leur apporte la solution, si vous voulez, à leurs interrogations. Ils détestent absolument quand eux, ils arrivent, le patient est sur la table et que le matériel n'est pas disponible. Ben voilà, ça, c'est un argument qui peut les convaincre d'adopter le fait que le dépôt-vente est la solution adéquate pour leurs problèmes. Deuxième exemple. Je parle exactement de la même chose. Ah, tu vas trop vite. Je parle exactement de la même chose. Le dépôt-vente est la solution logistique adéquate. Sauf que là, mon argument, qui est toujours aussi vérifié et vérifiable que le précédent, il va s'adresser à des gestionnaires. Qu'est-ce que je leur dis là? Je leur dis simplement qu'ils économisent la gestion des stocks. Je suis propriétaire, je m'en occupe, et l'avance de trésorerie, puisqu'on ne paye que quand c'est utilisé. Ça ne veut pas dire que le gestionnaire se fiche complètement de ce que j'ai dit au médecin. Ça veut simplement dire qu'il n'y est pas sensible, que lui, son objectif, c'est de gérer la boîte, c'est pas de gérer le patient. Donc, je prends mes arguments en fonction de mon auditoire. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de manipulation là-dedans. C'est simplement que mon opinion, je vais la faire passer avec des arguments qui ont une grande probabilité de faire mouche en fonction des attentes de l'auditoire. Ce qui veut dire qu'il faut, généralement, c'est très compliqué et c'est pas étanche, le mieux possible, connaître son auditoire, quelles sont ses attentes, ses valeurs, ces choses comme ça. En fait, connaître un peu le contexte de réception. Alors, quand je dis un peu, c'est simplement parce que quand on a devant soi, c'est facile, là, mes exemples. Hein. Je parle à des médecins, je les connais. Je parle à des gestionnaires, je les connais. Bon, je parle à une assemblée de 200 personnes dans un amphithéâtre, je ne les connais pas.
je sais à peu près ce qu'ils attendent. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a différentes graduations, si vous voulez, dans l'utilisation des arguments et qu'on peut utiliser peu d'arguments très ciblés, mais aussi mettre à son service, et on va le voir après, des arguments de différents types pour justement sensibiliser le plus de personnes possible et donc transporter proprement et efficacement son opinion. Alors là, ce qu'on va voir, c'est les grandes familles d'arguments. Ce sont des choses avec lesquelles on est tous familiers parce qu'on a tous argumenté, on a tous expliqué des trucs. Et bon, bah, encore une fois, les gens qui s'occupent de codifier un petit peu la façon dont on communique ont repéré 4 familles d'arguments. Les premières familles, sont les arguments de cadrage. Alors là, c'est clair, c'est net. On va faire appel pour substantifier notre opinion, et donc les arguments qu'on va utiliser pour la faire passer à nos interlocuteurs, on va utiliser des choses qui s'appuient sur le réel. Donc des chiffres, des faits, on va utiliser des notions, des grandes notions, on va faire appel au droit, à l'économie, des choses un peu incontestables. Et par exemple, vous voyez, si moi je vous dis, bah, écoutez, je veux vous convaincre toujours de mon fameux dépôt-vente, je peux vous dire, je peux vous donner un fait qui est par exemple que 99% des opérations qui ont lieu dans cet établissement ont eu lieu sans aucun accroc parce que le matériel était disponible. 99%, c'est vérifiable, c'est dans les statistiques des blocs opératoires, il n'y a aucun problème. Et donc là, c'est un fait. Et donc, ça concourt à faire passer le fait que le dépôt-vente est vraiment la meilleure solution pour vous. Bon, je peux utiliser les stats. 90% des établissements qui sont adhérents de la Fédération hospitalière française utilisent ce mode d'approvisionnement. Ah ouais, quand même, 90%. C'est vrai, c'est vérifiable. Je peux comparer de façon un peu plus proche en disant, par exemple, écoutez, vos collègues à l'hôpital de Bécon-les-Bruyères utilisent ça depuis 10 ans et ils en sont parfaitement satisfaits. Tout ceci est vérifiable. Ce sont des faits, des choses vérifiables. C'est pour ça qu'on les appelle des arguments, en fait, de cadrage. Alors, autre famille très différente d'arguments sont les arguments qu'on appelle de communauté. Alors là, c'est un petit peu différent parce qu'on va valider, en fait, ce qu'on dit par rapport à des croyances, des valeurs. On va s'appuyer sur une norme qui est en fait supérieure aux propos qu'on veut faire passer. Vous voyez, d'où l'importance aussi de connaître un petit peu l'auditoire. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il y a des auditoires qui n'ont pas de valeur, ce n'est pas ça du tout. Mais certains auditoires peuvent être plus sensibles à la statistique, on va dire aux arguments de cadrage, et d'autres aux valeurs de communauté. Alors, j'en ai mis quelques exemples. Vous voyez, la tradition, la religion, la morale. Ça serait, par exemple, pour notre histoire de dépôt-vente, je pourrais commencer en parlant du serment d'Hippocrate. Vous voyez, d'abord, ne pas nuire. Et donc, moi, ma méthode d'approvisionnement, elle ne nuit absolument pas au patient, puisque quand il arrive pour l'acte, le matériel est disponible et le chirurgien peut opérer. Et donc, répondre, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais respecter son serment. Et là, c'est quasiment la totale. J'ai convoqué les grands anciens, Hippocrate, j'ai parlé de serment, donc la morale, voilà, bon. Et puis, j'ai parlé d'un truc, entre guillemets, qui n'est pas totalement récent, donc on pourrait raccrocher ça à la tradition. Mais ça peut tout à fait faire mouche, justement, pour un auditoire qui est sensible à ce type d'argument. Héloïse ? Alors après, vous avez les arguments d'autorité. Alors ceux-là, on les connaît tous très bien. Écoutez, ça fait 20 ans que je fais de la logistique, donc croyez-moi, ça marche. Vous ne saurez pas pourquoi ça marche ni comment, mais je peux vous dire qu'avec mes 20 ans de logistique, il ne faudrait quand même pas trop discuter. Bon, je le caricature un peu, mais en fait, là, ça consiste simplement à appuyer, en fait, à utiliser un argument qui va, lui, s'appuyer, en fait, sur la crédibilité soit de l'orateur, soit d'une institution. Donc, alors le coup du 20 ans, ça fait 20 ans que je travaille en logistique, je connais la méthode, ça va pour vous, c'est très bien. Je ne vous ai pas dit en quoi consistait la méthode, mais enfin, croyez-moi, elle est bonne. Ça peut fonctionner. Et puis, ou alors, je vais prendre une référence dans le même secteur.
d'une entreprise connue. Par exemple, bon, moi j'ai travaillé dans l'ophtalmo, l'hôpital des 15-20 à Paris, c'était une référence. Ben, je vais dire à l'hôpital de Bécon-les-Bruyères, que vous savez quand même, hein, dans votre secteur, l'hôpital des 15-20 à Paris utilise cette méthode depuis 10 ans, ils en sont absolument ravis. Bon. Ah, les gens vont se dire, ah ouais, à Bécon-les-Bruyères, finalement, pourquoi on ne ferait pas comme les 15-20 à Paris, ça serait pas mal. Bon, encore une fois, je ne vous ai pas vraiment dit à quoi ça consistait. Je vous ai simplement dit qu'en fait, il y a des gens qui, eux, font référence et eux l'ont adopté. Ça ne fait pas tout le boulot, hein, mais c'est pas mal, encore une fois, pour un auditoire qui serait sensible à ce type d'argument. C'est pour ça que quand, en fait, on prépare, si vous voulez, un message, oui, c'est bien. Quand on connaît bien l'auditoire, on va savoir sur quel type de famille s'appuyer. Mais bon, quand on est un petit peu dans le vague, parce qu'on ne connaît pas tout le monde, bah, c'est pas mal de temps en temps de faire appel à plusieurs types d'arguments. Il n'y en a aucun qui est mensonger ou manipulatoire. C'est juste qu'en fait, on va faire vibrer différentes cordes chez nos interlocuteurs. Alors, le dernier, c'est l'analogie. Attends, tu vas trop vite. Alors, l'analogie, c'est un petit peu différent parce que l'analogie, on va fonder en fait la validité de la proposition sur un rapprochement. On est dans une situation, bah, on va utiliser en fait une autre situation pour la substantifier. Donc, c'est pas une comparaison. La comparaison, c'est je compare les mêmes choses. Je compare votre hôpital à l'hôpital voisin. On parle de la même chose. L'analogie, c'est complètement différent. D'abord, c'est moi qui l'a créé. Donc, je peux vous dire, bah, vous voyez, la méthode de dépôt-vente, finalement, bah, c'est comme un libre-service, hein, sauf que vous vous occupez de rien et puis vous payez quand vous avez consommé. Il n'y a absolument rien de similaire logiquement et rigoureusement entre un magasin libre-service et un hôpital, fort heureusement. Mais j'ai décidé, pour essayer de vous convaincre, de faire en sorte qu'il y ait une certaine analogie dans une situation que je rencontre à l'hôpital et dans une situation que je vais rencontrer, en la tortillant un petit peu effectivement, dans une autre instance. L'analogie, c'est ça. Alors, évidemment, il faut que l'association des deux vous parle. Il faut que ça soit à la fois évident et puis éclairant. Donc, vous voyez que ces 4 familles, en fait, bah, et encore une fois, non pas dans un but ni coercitif ni manipulatoire, on peut les utiliser et ils se complètent finalement assez bien. Alors, il y a 2 outsiders qui sont, en fait, qui brillent par souvent leur efficacité, mais pas forcément par leur rigueur. C'est le bon sens, qui, paraît-il, n'est pas la chose la mieux partagée, mais bon, on peut toujours essayer de s'en servir. Hein. Et puis, vous avez le fameux exemple. Alors, le bon sens, ça, on fait appel, là, je ne sais pas si vous avez... moi, ça fait un petit moment remarqué, mais je vais puiser dans mes archives, mais le livre de Daniel Kahneman qui s'appelle Système 1, Système 2. Bah, système 1, c'est le bon sens. Système 2, c'est la réflexion derrière. Donc, ce qui apparaît dans le système 1 comme étant évident, intuitif et tout, n'est pas forcément, en fait, quand vous y réfléchissez bien, ce qui doit se passer. Mais ce n'est pas grave, ça marche. Hein, écoutez, il fait 5 degrés, on est au mois de mai, parlez-moi du réchauffement climatique. Le système 2 vous dirait, attends, c'est pas aussi simple que ça, mon coco. Mais voilà, ça, c'est le bon sens. L'exemple, c'est un peu différent. L'exemple, on l'a vu tout à l'heure, je peux utiliser un exemple pour illustrer une situation. Mais l'argument par l'exemple, c'est de partir de l'exemple pour en faire une généralité. C'est un petit peu pervers, ça. C'est un petit peu pervers. Hein. C'est par exemple, bah, écoutez, mon grand-père a 97 ans, il fume le cigare tous les jours, donc fumer n'est pas dangereux. Vous voyez quand même que c'est un petit peu différent de l'exemple au service d'un argument un petit peu plus, on va dire, travaillé que ce que je viens de vous dire. Voilà, donc on a vu là rapidement, et je voulais tellement vous dire de choses que j'ai parlé vite, mais on a vu donc le contexte avec le triangle argumentatif, de quoi il est composé, et puis ensuite on a vu ce qu'il fallait mettre dedans, c'est-à-dire les différentes
famille d'arguments que vous pouvez bien évidemment utiliser et faire varier en fonction de votre connaissance du contexte, donc de l'auditoire. Alors, après avoir vu tout ça, je vais passer la parole à Victoria, qui va vous dire comment mettre tout ça en forme, à la fois oralement et par écrit. Merci Jean-Pascal. Du coup, tu peux passer la slide. Voilà. Alors concrètement, comment on fait pour faire passer du coup un message auprès de son auditoire, que ce soit à l'oral ou à l'écrit? Je pense qu'on a tous vécu un moment cette situation où on était face à quelqu'un qui nous exposait un sujet et on s'est dit waouh, j'adore sa façon de parler, j'adore sa présence, je ne serais pas capable de faire le même exercice. Finalement, si j'étais à sa place, et ben en fait c'est faux. On est tous capables de le faire, il faut juste mettre en place certaines techniques, que ce soit des techniques en amont de la présentation ou pendant la présentation. Moi, si je vous parle un petit peu de mon vécu, il y a de ça 2 ans, j'étais incapable d'animer un webinaire comme celui-ci, et aujourd'hui j'anime des cours de parfois 6 heures d'affilée. 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et donc voilà, donc c'est tout à fait possible, et on va voir ensemble des trucs et astuces justement pour faire passer un message percutant à l'oral et à l'écrit. Donc tu peux passer la slide s'il te plaît, merci. Première chose, c'est important de conscientiser ces 3 dimensions quand on veut convaincre ou faire passer un message. On le fait tous plus ou moins, mais voilà, je mets des mots dessus pour poser les bases. C'est Aristote qui a travaillé du coup sur la rhétorique et qui a mis en avant du coup 3 dimensions pour convaincre ou faire passer un message auprès d'un auditoire. On a d'abord le logos, l'éthos et le pathos. Dans les détails, en fait, le logos, c'est simplement le fait de se référer en fait, aux arguments qu'on va utiliser pour atteindre notre cible. C'est vraiment la logique de l'argumentaire, la justesse des exemples qu'on va amener dans notre présentation pour justement appuyer nos arguments. Ensuite, l'éthos, ça représente la forme du messager. Donc concrètement, c'est votre posture, votre personnalité, ce que vous allez dégager. Voilà, c'est votre capacité à incarner finalement vos mots et votre discours pour justement capter l'attention de votre auditoire. Parce que si le message en lui-même est très important, la forme, la façon dont vous allez le véhiculer est tout aussi important. Il s'agit là en fait de développer finalement un capital sympathie. Plus vous allez sembler à l'aise avec le sujet, plus vous allez parler avec une voix posée, calme, pas forcément très rapide. Voilà, plus vous aurez de chances qu'on vous écoute et du coup créer un lien avec votre audience. Et justement, le fait de créer du lien, donc ça fait référence du coup au pathos. Donc là, c'est tout ce qui touche à l'affect et notre capacité à susciter l'émotion de notre auditoire. Parce que finalement, au-delà des argumentaires purement factuels, bien construits, si vous ne mettez pas un minimum d'émotion dans ce que vous êtes en train de raconter, finalement, le message ne sera retenu qu'à 50%, parce que dès que vous mettez de l'émotionnel dans ce que vous racontez, les gens peuvent facilement s'identifier, vous écouter et du coup retenir ce que vous êtes en train de raconter. Est-ce que tu peux passer la slide, Héloïse, s'il te plaît? Mais du coup, prendre la parole en public, voilà, ça peut faire peur, ça peut vraiment être une angoisse pour certaines personnes. Et donc, il faut apprendre à dominer son trac en identifiant des trucs et astuces à mettre en place en amont de la présentation déjà. Parce que tout ça pour apprendre à dominer son stress et son trac. Tu peux passer la slide, s'il te plaît. Donc l'idée, c'est de préparer à fond votre présentation que vous allez faire. Mais quand je dis préparer à fond, c'est pas la prendre par cœur, parce qu'il ne faut pas tomber dans de la récitation. L'idée, c'est d'avoir en tête une structure
la structure claire de son discours et un enchaînement qui soit le plus logique et le plus fluide possible pour vous. Si ça l'est pour vous, ça le sera pour votre auditoire. Donc en amont de la présentation, déjà, pour se déstresser, on peut faire des exercices de respiration, typiquement de la cohérence cardiaque par exemple. Ça, c'est bien à faire 10 minutes avant un discours, je vous le conseille. Préparer une slide de présentation avant de démarrer en fait, votre discours et de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, vous présentez, vous asseyez en fait, du coup, votre légitimité. Pourquoi vous êtes là? Quelle est votre expertise? Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, vous prenez la parole sur ce sujet? Préparer une slide sommaire aussi, ça peut aider puisque au moins l'auditoire a tout de suite le chemin de la présentation et le déroulement de la présentation et voilà, il sait où il va arriver en vous écoutant. Ce qui est bien aussi dans les 5 minutes d'introduction, c'est quand vous pouvez le faire, de clairement énoncer les objectifs, voire même les bénéfices de la présentation. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir retirer de ce que vous êtes en train d'expliquer. Parce que tout de suite, si les bénéfices sont au clair, s'ils les ont en tête, ils vont tout de suite être un peu plus attentifs à ce que vous êtes en train de raconter. Préparer des phrases de transition, ça peut aussi vous aider. Encore une fois, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, mais simplement voilà, à certains moments, savoir comment vous allez rebondir sur la slide d'après ou sur la partie d'après pour que vous ayez en tête un fil rouge de votre présentation. Et préparer des slides d'interpellation. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, surtout quand je donne des présentations longues, parce que ça me permet de me poser et de poser à la fois visuellement et de façon orale une question à l'auditoire. Et donc, finalement, moi, je me pose pendant ce temps-là, je donne la parole à l'auditoire et ça me permet un peu de souffler et d'écouter et de mettre aussi en valeur les retours des personnes qui sont en train de m'écouter. Merci Héloïse. Pendant la présentation, ce qui est important, c'est de faire attention à son body language, comme on dit. Pour moi, il y a 2 choses qui sont très importantes, la stabilité et le regard. La stabilité, je ne vous demande pas de rester statique à un endroit de la salle et de ne plus bouger. Ce n'est pas ça. C'est simplement vous ancrer dans le sol. Voilà, restez droit, accompagnez votre parole avec des gestes si ça peut vous aider. Jean-Pascal l'a fait pendant sa première partie. Moi, je le fais aussi beaucoup. Mais par contre, voilà, je suis pas debout devant vous, mais par contre, je suis droite sur ma chaise. Et en fait, le fait d'avoir cette posture-là avec mon corps, ça permet aussi de poser mon ton de voix et de pouvoir m'exprimer un peu plus clairement. Le regard aussi, c'est très important. Si ça vous fait peur de croiser le regard de votre auditoire, fixez-vous un point légèrement au-dessus des têtes de votre auditoire, au fond de la salle, et vous ne le quittez pas. Et en fait, le fait de regarder légèrement au-dessus des têtes de tout le monde, finalement, l'auditoire ne peut pas se rendre compte que vous ne les regardez pas droit dans les yeux. Au contraire, ils auront l'impression que vous les regardez eux, mais finalement, vous ne croisez pas le regard. Et c'est vrai qu'au début, ça peut vous permettre de déstresser. Moduler votre rythme de parole et votre respiration. Il ne faut pas avoir peur de faire des pauses par moment pour justement reprendre sa respiration. Avec le stress, voilà, ça peut arriver qu'on s'emballe et que du coup, on n'arrive plus à respirer. C'est là où on va commencer à bégayer, on va commencer à chercher ses mots, et puis on va stresser encore plus. Et puis là, c'est le cercle vicieux qui se met en place. Donc voilà, pour en sortir, il n'y a rien de mieux que, ok, je finis ma phrase, je me pose, je respire, je prends même un petit verre d'eau, je regarde mon auditoire, j'explique que, voilà, vous aussi l'expliquer, hein. Voilà, j'ai juste besoin de prendre un petit verre d'eau, je reprends mes esprits. Vous êtes humain, vous avez tout à fait le droit de faire ça. Ensuite, valoriser votre interlocuteur en faisant preuve de bienveillance. Ça rejoint le fait que je vous disais de préparer des slides d'interpellation pendant vos présentations orales. L'idée, c'est d'avoir un échange.
avec votre auditoire et de les mettre en confiance tout de suite pour qu'ils aient envie d'échanger avec vous. Que finalement, vous n'ayez plus tout seul à porter le poids du coup de cette présentation qui peut parfois être assez lourde, surtout si c'est une présentation qui dure dans le temps. L'idée, c'est de construire un échange bienveillant et vous pouvez apporter des choses à l'auditoire, mais l'auditoire peut aussi vous apporter des choses et c'est bien d'avoir des temps pour écouter ce que l'auditoire a à vous dire. Et n'ayez pas peur des questions et des objections. Vous allez certainement tomber sur des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous et c'est pas grave. L'important, c'est de les écouter, de les laisser aller jusqu'au bout de leur argumentaire et de reformuler du coup ce qu'ils sont en train de dire ou la question qu'ils sont en train de poser pour être sûr que vous avez bien compris. Et après, c'est à vous, avec votre expertise, vos connaissances, de dire oui, je suis d'accord, ou non, je suis pas d'accord, ou je te rejoins sur certains points, mais pas sur celui-ci. Voilà, toujours dans l'idée de développer un échange qui soit constructif pour les deux parties. Tu peux passer la slide du coup, merci. L'idée, quand on commence une présentation orale, du coup, c'est de capter l'attention de l'auditoire tout de suite. Donc c'est vrai que moi, ce que j'aime bien faire, c'est débuter une présentation par une métaphore ou une histoire ou un élément qui va interpeller les personnes qui sont en train de m'écouter. Typiquement, c'est ce que j'ai commencé à faire avec la présentation. Je vous ai parlé de moi, de mon rapport au fait d'arriver à passer un message efficace à l'oral ou à l'écrit, et puis mon évolution sur ces 2 dernières années. Faites le lien entre l'accroche et le sujet de votre présentation. Ça, c'est la base. Ça paraît évident, mais je voulais le rappeler. Présentez-vous brièvement et donnez les objectifs de votre allocution. Et enfin, mentionnez à votre audience ce qu'elle pourra tirer de votre présentation. L'idée, c'est que dès les premières minutes, vous allez du coup pouvoir capter l'intention, grâce à ces 4 étapes, vous allez pouvoir capter l'intention de l'auditoire. Parce qu'il y a des études qui ont montré qu'au bout de 5 minutes d'exposé, vous avez déjà perdu la moitié de votre auditoire. Si vous avez envie du coup de les garder un petit peu plus longtemps, voilà, structurez votre discours dès les premières minutes, c'est hyper important pour toujours dans le but de faire passer votre message principal et de rester convaincant. Tu peux passer la slide. Faites de vos slides vos alliés. Ça, c'est aussi très, très important. Il faut savoir s'en détacher, mais il faut pouvoir s'appuyer dessus. Et la chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'une information qui est vue et entendue en même temps est retenue à 70% par son public. Alors que s'il n'y a qu'un seul des 2 vecteurs de communication, soit la vue, soit l'ouïe, le message sera retenu qu'à 40%. Donc c'est bien de mêler slide et voix, tout en gardant à l'esprit que la slide doit être autonome et qu'une slide doit pouvoir être comprise en dehors de la présentation. Elle doit se suffire à elle-même. Et pour ça, en fait, c'est une slide, une info ou une slide, un message. Tu peux passer la présentation, merci. Et ensuite, donc ça, c'était pour la partie orale, pardon. Pour la partie du coup écrit, donc rédigé de façon impactante, il faut mettre de l'ordre dans ses idées. Donc il faut simplement faire attention à la façon dont on va articuler les informations et à la façon dont on va attirer l'attention du lecteur sur l'information importante, sur l'information qu'on voudrait qu'il retienne. Je vous ai mis du coup un premier plan de base, mais on en verra d'autres juste après. L'idée, c'est de partir du contexte, d'ensuite annoncer les objectifs de ce que vous êtes en train de raconter, les livrables, les étapes de la réalisation et le délai. C'est un premier plan basique, c'est les infos, les infos importantes à avoir du coup dans votre récit. Tu peux passer là. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, attention à vos titres
gardez en tête que les titres de texte ou les titres de présentation, ça va être votre vitrine. Et ils doivent être suffisamment impactants pour déclencher une action de la part de votre lecteur. En général, quand on écrit pour le web, du coup, c'est le clic. Et si le titre, en fait, n'est pas assez fort, le lecteur ne s'attardera pas sur le message que vous avez à faire passer. C'est dommage. Donc vraiment, développer cette obsession pour les titres. Si vous passez 30 minutes, voire 45 minutes, voire même 1 heure sur le choix de votre titre, dans un premier temps en tout cas, ça ne m'étonnerait absolument pas. Il y a plusieurs types de titres aujourd'hui qui fonctionnent. Le premier, donc, c'est le titre liste. C'est typiquement les 9 étapes pour, je sais pas moi, construire un argumentaire efficace. Ou le titre tutoriel, c'est comment je suis passée de la grande timide au fond de la classe, qui était impossible de poser des questions, qui aujourd'hui finalement fait des webinaires. Le titre explicatif, donc c'est tout ce qui va être en pourquoi il est nécessaire que vous fassiez telle ou telle action. Le titre statistique, donc c'est celui qui va reprendre un chiffre waouh pour toujours, encore une fois, attirer l'attention. Le titre négatif, parce que jouer sur les peurs et les erreurs, là on est sur de l'émotionnel et en fait la douleur, les erreurs, les peurs, ça vend toujours plus que de l'émotion un peu plus positive, malheureusement. Et ensuite vous avez le titre, donc là conseil rapide. Et là, c'est simplement dire à votre lecteur, j'ai un super conseil à te donner, et puis en plus, je te le donne de façon très rapide. Donc, attarde-toi, ne serait-ce que 2 ou 3 minutes dessus, ça suffit. Merci. Et au-delà des titres, quand on écrit, par exemple, pour les réseaux sociaux, il faut faire attention à nos phrases d'accroche. Je vous ai mis une petite stat. Dans les années 2000, notre attention était estimée à 12 secondes. Aujourd'hui, en 2022, sur Internet, on a 2 secondes pour capter l'intention du lecteur. 2 secondes, c'est rien du tout. C'est pour ça que maintenant, dans tous les posts, vous voyez des emojis et des phrases d'accroche qui sont plus ou moins bien travaillées. Mais en général, quand la phrase d'accroche apporte une vraie valeur ajoutée, c'est là où l'internaute a envie de lire la suite du contenu et pourquoi pas de réagir, de commenter, de partager le message. Il y a 3 typologies de phrases d'accroche qui existent. Soit la première, donc soit vous mettez en parallèle le problème de votre auditoire ou de votre client potentiel / la solution que vous allez lui proposer, soit vous mettez en avant votre promesse commerciale, soit vous partez de votre propre histoire et là vous jouez en fait sur l'émotionnel. Si on regarde un petit peu plus dans les détails, tu peux passer la slide. Le hook, donc la phrase d'accroche, ça veut dire la même chose. Le hook numéro 1, donc problème vs solution. Donc là, le principe, c'est d'attirer l'attention sur le problème de votre client, qui s'identifie tout de suite dessus, et lui expliquer directement comment vous allez l'aider à résoudre ce problème. C'est ce qu'on voit le plus souvent sur les réseaux sociaux, surtout dans les pubs Facebook, les pubs Instagram, etc. Mais voilà, c'est un schéma. Le schéma problème-solution, c'est une des phrases d'accroche qui fonctionne le mieux. Ensuite, le deuxième hook, tu peux passer le... Donc, le deuxième hook, c'est l'histoire, donc qui est aussi très utilisé sur les réseaux sociaux. Là, l'idée, c'est de raconter l'histoire, soit de notre histoire, soit l'histoire du produit, soit du service qu'on a à vendre. Voilà, on parle de nous, on donne en fait un peu de nous, un peu de notre personnalité. Et là, on crée du coup un lien émotionnel avec le lecteur qui va pouvoir s'identifier à notre histoire. Se dire, oui, moi aussi, j'ai vécu plus ou moins la même chose. Et finalement, du coup, ça m'intéresse de connaître la suite. Et le troisième hook, donc c'est la promesse. Alors celui-ci à utiliser avec parcimonie, vraiment, parce que l'idée c'est de ne pas en faire des tonnes. L'idée c'est de mettre en avant votre promesse commerciale, mais en restant dans un équilibre réaliste. Voilà, l'idée c'est pas de mettre de la poudre aux yeux à vos clients, sinon ça ne marchera pas. C'est simplement d'appuyer sur le plus grand bénéfice que vous avez à apporter à l'auditoire
mais tout en restant dans un cadre, dans un cadre réaliste, tout simplement. Tu peux passer, super. Une fois qu'on a rédigé du coup notre phrase d'accroche, et bien là on va du coup rentrer dans le développement de notre argumentaire. Et il y a du coup 2 plans que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc le premier plan, qui est le plan le plus connu finalement, c'est le plan AIDA. Donc le plan AIDA, donc c'est 4 lettres, le A pour se dire attention, le I pour intérêt, le D pour désir, le A pour action. Je vous ai mis un exemple de post LinkedIn, du coup j'ai découpé du coup les quatre parties. L'idée c'est de susciter l'intention de votre auditoire avec une phrase d'accroche. Alors peu importe celle que vous allez choisir, on en a vu 3 précédemment. Ensuite vous allez susciter l'intérêt, donc concrètement vous allez expliquer à votre lecteur pourquoi votre solution c'est finalement la mieux pour répondre à ce problème. Ensuite, vous allez susciter du désir en appuyant finalement sur le fait que si vous ne passez pas à l'action en faisant appel à mes services, et en fait, voilà ce qui va se passer pour vous. Et finalement, vous avez peut-être envie que votre vie change sur certains aspects. On est là pour susciter du désir. Et une fois qu'on a suscité le désir, on n'oublie pas l'appel à l'action. Donc là, concrètement, c'est qu'est-ce que vous voulez que l'internaute fasse une fois qu'il a lu votre message. Ça peut être une inscription à la newsletter, ça peut être télécharger un PDF, ça peut être acheter un produit, voilà, tout ce que vous voulez. Le but, c'est de déclencher une action. Et ensuite, on a le plan Pastor, dont on parle un peu moins, mais qui commence à faire des émules que je vois de plus en plus. Donc c'est un plan AIDA, mais en un peu plus développé. Alors le P pour problème, donc là on part clairement du problème de son auditoire, on l'identifie, on pose voilà, le contexte. Ensuite on a le A pour amplifier, agiter. Donc concrètement on part du problème et si votre auditoire ne passe pas à l'action pour résoudre ce problème, voilà ce qu'il risque dans les semaines ou les mois à venir. On amplifie le problème. Une fois qu'on a amplifié le problème, on apporte une solution ou alors on raconte notre histoire pour ensuite apporter une solution. Ensuite, pour appuyer la solution que vous êtes en train de raconter ou l'histoire que vous êtes en train de raconter, vous insérez des témoignages clients. Ensuite, vous développez votre offre commerciale. Et ensuite, la réponse du lecteur. Donc concrètement, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse une fois qu'il a découvert votre offre? Vous l'incitez encore une fois à passer à l'action. Et on avait dit qu'il fallait finir à 12h50, il est 51. Je pense qu'on est bien. Du coup, si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre avec Jean-Pascal. Exactement, n'hésitez pas à vous communiquer vos questions soit dans le chat, soit à prendre la parole directement via le webinaire, puisqu'on est peu nombreux, donc il n'y a pas de souci. La première est toujours la plus difficile. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à... Est-ce que ça répond à vos attentes aussi vis-à-vis du webinaire? Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question. Alors, merci beaucoup déjà pour cette présentation, c'était super intéressant. Et en fait, je me demandais, notamment avec la présentation là, des 2 modèles, comment garder un peu d'authenticité. Là, par exemple, on parlait de posts sur LinkedIn. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent toujours tous et que les ficelles dans les posts que je peux voir sont quand même assez... c'est ce que vous avez fait précisément. En fait, on peut voir très exactement le modèle qu'ils ont appliqué. Et donc, je trouve ça difficile de garder une notion d'authenticité et de sincérité. Enfin, il y a toujours une dimension commerciale qu'on voit un peu tirée à grands traits. Donc, comment est-ce que vous recommanderiez de faire pour justement garder une approche sincère? Et de pratiquer, de rédiger les posts
le plus régulièrement possible. Parce qu'au début, vous allez rester du coup très scolaire, attaché du coup au plan que je vous ai montré. Et plus vous allez écrire, plus le fait de partager votre expertise, votre personnalité, votre histoire, plus ça va venir facilement et naturellement plutôt que facilement. Et c'est vrai que c'est ça qui manque aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui appliquent purement et simplement de façon très scolaire ces plans. Et du coup, on tombe sur un discours un peu alambiqué. Voilà, il y a un peu d'émotionnel, mais pas trop. Il y a surtout beaucoup de business, mais en même temps, la logique, on ne l'a pas forcément. Alors que justement, l'art d'écrire, finalement, c'est d'arriver à mêler son expertise, son histoire, sa personnalité pour apporter de la valeur en fait aux clients. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer pour justement vous détacher le plus possible de ce plan. Là, ce que je vous ai donné, c'est une base. Mais l'idée, c'est qu'après, vous puissiez construire votre message impactant sans vous servir de ces plans, justement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Alors, il y a une remarque sur le chat de Anaïs qui disait qu'elle était en ligne avec Nathalie, où elle se sent submergée de personnes qui essaient de poster toutes les semaines, tous les jours, parfois souvent pour ne rien dire, et sont démunies face à la publication pour du vide. Voilà. Ouais, je comprends. Oui, je commente en effet, vu qu'on n'est pas très nombreux, mais c'est un point sur lequel, en plus, en se lançant en indépendant, on m'a dit mais poste, mais je disais mais poster pourquoi? Enfin, je suis occupée là dans des missions en parallèle. Enfin, si c'est juste pour dire regardez, super. Alors, j'ai pas fait le post de regardez, je suis intervenue pour tel client. Bon, il faudra peut-être que je le fasse, mais qu'est-ce que ça apporte finalement? En fait, je pense que tout le monde s'en fout. Mais voilà, Tout le monde s'en fout, sauf vos potentiels clients, malheureusement. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que vous écrivez pour avoir de la visibilité, même si vous avez l'impression que tout a déjà été dit, il y a toujours un angle différenciant qui n'a pas été abordé, puisque cet angle, c'est votre personnalité, et votre personnalité, il n'y a que vous qui l'avez, donc ça, on peut pas vous le prendre. Mais c'est vrai que faut garder à l'esprit que vous postez pas pour plaire à tout le monde, vous postez pour être visible pour vos potentiels clients. Donc oui, c'est sûr, la première fois, vous allez avoir 2 likes, et puis la 15e fois, vous allez avoir 20 likes, et puis la 100e fois, peut-être 50. Ça va prendre du temps, mais aujourd'hui, la dernière étude que j'ai lue sur le sujet, c'est que si vous voulez que quelqu'un passe à l'action suite à votre message, il faut que le message soit apparu minimum 14 fois auprès de vos clients potentiels. Donc si vous ne vous exprimez pas maintenant, en fait, c'est du temps de perdu, quoi. Donc c'est pas s'exprimer pour ne rien dire, c'est s'exprimer pour dire ce que vous avez à dire sur votre façon de faire, votre expertise, votre domaine d'activité, pour toucher de potentiels clients. Mais c'est pas facile à incarner et à garder cette posture. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je veux bien réagir. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. En fait, merci déjà beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai fait un passage par une couveuse avant de me lancer, et je retrouve Laïda et Pastor qui m'ont bien aidée en dehors des contextes réseaux sociaux, parce que quand je les ai vraiment travaillés, c'est là où j'ai eu des missions derrière. Donc voilà. Et en revanche, et du coup, je voulais répondre. Je réagis un peu aussi à Nathalie et puis à Anaïs. La semaine dernière, je me suis lancée alors c'est la partie histoire. Je n'ai pas fait exprès. Je me suis lancée un genre de défi à la con, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai des copines qui m'ont dit c'est super, tu as posté en ligne des infos. Et j'ai commencé à poster depuis quelques jours, tous les jours, un livre sur la RSE. Et en fait, clairement, je me suis posé les mêmes questions que vous. Je me suis dit, mais oh là là, au secours, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est n'importe quoi. Et ça va intéresser personne. Alors, c'est vrai que c'est bizarre parce que je regarde les likes, forcément. Mais en fait, ce qui me pousse à le faire, c'est que je me dis, si déjà, il y a une personne qui le voit et que derrière, ça peut lui faire
j'ai pas d'objectif en fait, et c'est un peu la joie d'écrire et de partager. Et après, alors du coup, ça vient, c'est peut-être un peu pathos, hein, je sais pas, mais par rapport à ce que vous avez dit, Victoria. Mais je pense qu'enfin, je me dis aussi que sur ces sujets, si on est content de le faire, c'est OK, quoi. Et quand on commence à le faire en mode, effectivement, là, les posts, Nathalie, où on voit les émoticônes dans tous les sens et tout, j'en peux plus. Mais voilà, je tenais à dire ça, que je pense aussi, si vous avez l'élan de le faire, eh ben, faites-le. Et puis, c'est pas grave si c'est pas régulier. Enfin, mais bon, après, voilà, je suis pas un exemple non plus, mais Alors, voilà, j'avais envie de dire ça. merci. Merci. Moi, je rebondis juste sur le fait que c'est pas grave si c'est pas régulier. Si, un peu, parce que si vraiment vous voulez obtenir de la visibilité, il faut être régulier. Alors après, c'est pas grave si la fréquence de publication n'est pas extrêmement importante. Hein, si vous vous exprimez qu'une fois par semaine, c'est déjà très bien. Mais il faut garder ce rythme d'une fois par semaine pour faire comprendre à l'algorithme que vous êtes présent une fois par semaine et qu'il faut que vos messages soient pris en compte. Mais par contre, il y a quelque chose sur lequel je te rejoins tout à fait, c'est que la composante numéro 1, c'est de prendre du plaisir à le faire. Si vous ne prenez pas de plaisir à le faire, ça va se ressentir dans les écrits. Vous allez tomber dans des écrits mécaniques, finalement sans émotionnel, sans valeur ajoutée. Et en fait, ça ne marchera pas parce qu'il n'y aura aucun engagement dessus, parce que ce sera très, très robotique, quoi. Donc, vraiment, prenez du plaisir à le faire. Et encore une fois, on s'en fiche des likes. Aujourd'hui, les likes, en termes purement algorithmiques, c'est pas ce qui vous rapporte le plus. Ce qui vous rapporte le plus aujourd'hui, c'est des commentaires. Donc, vaut mieux avoir 5 commentaires sous une publication que 50 likes sans commentaires du tout. Donc on se détache du nombre de followers, on se détache du nombre de likes, on s'en fiche. Ça, c'est de l'ego trip, de l'ego value, je sais pas comment certains disent ça, mais c'est pas ce qui importe le plus, parce que c'est pas ce qui vous apportera le plus de valeur. Donc attachez-vous à créer un lien émotionnel et une conversation aussi avec votre auditoire, c'est vraiment le plus important. Est-ce qu'il y a d'autres... Merci Victoria, merci Marion, Anaïs et Nathalie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Bon, sinon, je vous propose de clôturer ce webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup pour votre participation à tous et à toutes. Et puis pour ceux qui sont là demain, nous retrouver sur le webinaire sur le thème de la prise de parole en visioconférence. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Du coup,